Bonjour Axel, Bonjour Anaïs. vous êtes auteur, coach et thérapeute auprès de personnes en difficulté, donc face au deuil et à la maladie. Et vous êtes aussi une épouse et une mère de 4 enfants qui a perdu son mari de la maladie de Charcot il y a 11 ans. Et vous racontez son histoire dans un livre qui s'appelle Si je ne peux plus marcher, je courrai. Pourquoi ce titre? Je crois que ça a été une évidence. En fait, c'était une blague que Léonard, mon mari, disait régulièrement. Par exemple, à un enfant, quand il ne pouvait plus marcher parce qu'il était fatigué, il faisait la vieille blague, si tu ne peux plus marcher, tu cours. Et c'est aussi une réponse qu'il m'a faite un jour lorsque, après une de ses chutes, suite à cette maladie, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire si tu peux plus marcher? Et là, avec cet à propos assez génial qu'il avait, il m'a répondu si je ne peux plus marcher, je courrai. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message dans ce livre? Je pense que j'ai d'abord voulu écrire pour mes enfants, pour leur dire quel homme avait été leur papa, puisqu'ils étaient très jeunes à la mort de leur papa, l'aîné n'avait que 9 ans. Mais ensuite, plus largement que pour eux, j'ai voulu écrire pour un public, pour leur dire, pour les inviter à l'espérance, les inviter un peu à courir ce risque du bonheur et de l'espérance. Comment est-ce que vous la définissez cette espérance? Comment vous l'avez vécue? Je dirais peut-être à 3 niveaux. Un premier niveau qui est plutôt l'espoir en fait de se dire que demain ça ira mieux. Donc d'avoir ça au fond de soi, cet ancrage, cette certitude. Aujourd'hui c'est dur, mais demain ça ira mieux. L'épreuve elle va pas durer toute la vie. Et peut-être même que l'épreuve que je redoute dans ma tête le plus, elle va peut-être ne jamais arriver. Si je veux être un peu plus explicite, parfois on redoute tous des choses qui n'arrivent jamais. Et nous, on a été assez guidés dans l'épreuve de la maladie par une phrase qui disait j'ai beaucoup souffert de maux qui ne me sont jamais arrivés. Donc l'espérance, c'était le fait de se dire ouais, demain ça sera mieux, l'épreuve elle va pas forcément durer toujours. Le deuxième niveau, c'est de se dire que même si elle dure encore demain et qu'elle dure toujours, on va avoir les grâces pour y faire face. Et puis un troisième niveau, qui est un niveau qui est plus spirituel. Donc voilà, pour ceux qui ont eu la foi ou qui ont une foi, une religion, comme c'est le cas pour nous, de se dire qu'un jour on allait se retrouver, l'espérance des retrouvailles après la mort, si jamais la mort était au terme de ce chemin de la maladie. D'accord. Et quand vous apprenez en 2010 la maladie de votre mari, comment est-ce que vous recevez cette information? Comment est-ce que vous arrivez à la traiter, à vivre avec? Quand je l'apprends, c'est assez facile parce que je connais rien de cette maladie. Et je sais que ça peut paraître un peu étonnant, mais on n'est vraiment pas allé sur Internet pour en apprendre plus. Voilà, 11 ans après la mort de mon mari, donc 15 ans après les débuts de sa maladie, ça me semble complètement fou de me dire qu'on n'est pas allé sur Internet. Mais c'est quand même la réalité. Donc, on n'a pas compris qu'il allait avoir un diagnostic vital engagé sur le coup. Et le voile s'est un peu levé, je dirais, de façon progressive. Et tant mieux parce que ça nous a foncièrement préservés. Une fois que vous comprenez ce qui se passe, quelles sont les premières interrogations, les premières appréhensions par rapport à la maladie? Évidemment, il y a la peur, l'inquiétude. Il y a, à un moment, il y a quand même cette idée que la mort est au bout du chemin. Et puis il y a aussi une émotion de colère, parfois contre la maladie, pas contre Léonard le malade, mais contre la maladie. La peur et la colère, je pense que ça a été ce qu'il y a eu de plus prégnant au début. Et puis après, il y a la tristesse qui arrive. Donc là, la tristesse, ça a été plus vraiment quand Léonard a perdu l'usage de ses membres et les dernières semaines ou derniers mois aussi de la parole, de la déglutition, enfin partiellement, et puis de la respiration, parce que la respiration à la fin devenait
devenait plus difficile. Et puis voilà, tellement difficile qu'évidemment, il en est mort. Mais je dirais qu'après sa mort, l'inquiétude, entre guillemets, elle s'en va. On n'a plus l'inquiétude de se dire, mais comment ça va se passer les derniers instants? Et ça sera quand? Comment je vais faire pour supporter? Parce que ça y est, c'est derrière vous. Alors, il peut y avoir d'autres inquiétudes. Hein. C'est comment je vais faire pour élever des enfants, mes enfants toute seule. Mais bon, ça, en fait, ça, je n'ai pas trop eu cette inquiétude-là parce que je crois que je savais que ça allait aller. Et puis la colère, comment j'ai fait pour la traverser comme j'ai pu, déjà. Et, et je crois en disant, en exprimant. En témoignant. Non, c'était pas trop du témoignage, mais en disant que c'était dur, que j'en avais marre, ou en disant les gars, là, on a besoin d'aide. Voilà, en secouant un peu les cocotiers de temps en temps, et même en secouant aussi parfois Léonard. J'ai souvenir de l'avoir d'avoir une discussion assez vive, enfin surtout de mon côté, puisque Léonard il donnait moins prise, il écoutait et il a accepté assez vite les choses. Et donc une fois, il me disait que pour déjeuner, lorsqu'il allait au bureau, alors que la marche était devenue difficile et qu'il faisait de temps en temps des chutes, qui faisaient que forcément il s'ouvrait la tête, qu'il partait aux urgences et tout, donc ça devenait de plus en plus fréquent et c'était lourd. Et il me disait qu'il allait quand même au bistrot pour déjeuner lorsqu'il était à son bureau, et je lui disais, mais tu pourrais soit peut-être te faire livrer un repas, soit demander à des collègues qui en plus sont des copains et avec qui tu t'entends bien, d'aller avec toi pour soutenir un peu ta marche. Et à ce moment-là, et au début, il m'avait dit, non, je veux pas trop déranger, ou je préfère rester un peu autonome et seule. Pas forcément tous les jours. Et là, je l'avais secoué. Je lui avais dit, mais en fait, c'est pas possible, parce que si tu tombes, il faut vraiment que tu entendes que nous, ça nous impacte. Donc j'avais été en colère contre lui dans cette réponse qu'il m'avait faite. Et cette discussion avait permis qu'il entende un autre point de vue et qu'il réalise et qu'il accepte. Et du coup, voilà, il a changé sa façon de faire. Et l'idée d'aider les autres, est-ce que ça vous a aidé vous aussi? Pendant la maladie de Léonard, c'était pas le cas, c'était pour moi qui était quand même plutôt aidée. Et puis depuis toutes ces dernières années, depuis peut-être 6-7 ans, oui, clairement, ça donne du sens en fait, ça donne une fécondité à toute cette épreuve-là, de voir que je suis en mesure de redonner des choses que j'ai reçues, et ça me tient beaucoup à cœur. Ouais, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mon travail aujourd'hui d'accompagner les aidants, c'est vraiment une grande priorité, avec le fait d'être présente pour mes enfants. Et comment est-ce que vous étiez accompagnée face à la maladie de Léonard, à vos proches? Qu'est-ce qui vous redonnait le sourire? Qu'est-ce qui vous aidait à traverser cette difficulté? Alors, vous parlez des proches, mais peut-être je pourrais commencer par dire que moi, je n'ai pas été accompagnée par des professionnels, et ça a été une erreur. D'ailleurs, mon fils est malade, et dans l'épreuve de cette nouvelle maladie, je me fais accompagner par des professionnels, et je pense que c'est vraiment intéressant et intelligent. Et sur la question des proches, en fait, on a eu quand même pas mal de chance, parce qu'on a été entourés, très entourés. Pas de centaines de personnes, mais de quelques-uns qui ont eu une présence incroyable, et je pense que ça nous a sauvés. En tout cas, je suis aujourd'hui totalement convaincue que quand on passe par de telles épreuves de maladie, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc, c'est aussi le sens de mon travail, et c'est aussi le sens de mes livres, c'est de dire aux gens, de dire peut-être déjà à ceux qui sont concernés par la maladie, ouvrez les mains. Je vous invite à ouvrir les mains pour accueillir les propositions d'aide. Et si elles ne viennent pas, d'aller toquer aux portes pour aller les demander et savoir les accueillir. Et quand vous vivez la maladie de votre mari, vous êtes aussi une maman de 4 enfants.
Et comment est-ce que vous les préparez à cette difficulté aussi? Bah, au début, comme on n'avait pas trop compris, bon, voilà, on leur avait dit que leur papa était malade. Mais au début, ça allait encore, puisque au moment du diagnostic, mon mari, Léonard, bah, il marchait, il boitait, mais voilà, c'était tout. C'est plutôt 2 ans avant sa mort, ou 18 mois avant, que là, il est monté dans un fauteuil pour ne plus le quitter, et que là, les choses sont devenues plus difficiles. Mais en fait, les enfants étaient très jeunes et vivaient le présent et ils se sentaient aimés, entourés. Donc, ils n'ont pas été dans. Ils n'ont pas ressenti une peur immense, en fait. Je ne crois pas de ce qui allait advenir parce que ils étaient dans la sécurité d'avoir papa et maman qui étaient là, qui répondaient à leurs besoins. On a mis en place des aides. Enfin, on a été donc très entourés par quelques proches. Peut-être que ce qui a été plus difficile, c'est que moi j'étais un peu moins disponible pour eux, même si je faisais de mon mieux pour l'être, et que la mort de leur papa leur a pris leur père, mais leur a un peu rendu leur mère. Je ne sais pas si je suis claire. C'est que, en fait, quand on est confronté à des maladies comme ça, c'est très chronophage, c'est assez énergivore. Et c'est bien tout le drame de l'aidant, hein, qui a un gros fardeau à porter, donc il a moins de temps. Mais en tout cas, j'ai retrouvé du temps et de la disponibilité. euh, bon, peut-être pas immédiatement après la mort, parce que là, j'ai eu quand même pas mal de paperasserie et d'administratifs bien français et bien insupportables. Mais voilà, une fois que ça s'était passé, j'ai retrouvé une disponibilité dans le temps pour être auprès de mes enfants. Comment est-ce que je les ai préparés à la mort de leur papa? On a répondu aux questions, on n'a pas devancé les questions non plus, mais on n'a pas caché les choses. Et donc quand à un moment qui était juste quelques jours ou quelques semaines avant la mort du papa, mes aînés ont exprimé la peur, donc ce qui n'avait pas été le cas avant. J'ai dit oui, moi aussi j'ai peur. J'ai pas dit mais non, t'inquiète pas. J'ai dit oui, moi aussi j'ai peur. Moi aussi je suis inquiète. Oui, c'est grave ce qu'attend papa. Mais voilà, je leur ai fait une promesse en fait, euh, notamment le soir de la mort de leur papa, qu'on allait continuer à être heureux et qu'on allait continuer à s'occuper d'eux, que j'allais continuer à m'occuper d'eux et à solliciter aussi les proches, la famille, les amis, les parrains et les marraines, et pour qu'on soit autour d'eux et qu'on n'allait pas leur lâcher la main. Et d'avoir cette assurance que je serai toujours là, en union avec le ciel, parce que parce que je crois à ça et à l'intercession de leur papa. Et cette assurance qu'on allait continuer à être heureux, que la mort n'était pas la fin, que la mort n'était pas la fin du bonheur. Ça les a foncièrement apaisés et ils ont pu grandir, euh, je crois. En tout cas, c'est le témoignage qu'ils donnent en postface de mon deuxième livre sur le deuil, qu'ils ont pu grandir heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent. C'est qu'on n'est pas heureux ou malheureux et qu'on a peut-être besoin de sortir d'une pensée un peu binaire, du tout ou rien. Il y a une épreuve où il n'y en a pas. Non, c'est pas comme ça la vie. C'est qu'à la fois tu souffres, bien sûr, et à la fois bah, il y a des sources de joie et que tu peux être heureux. Et en fait, ton bonheur, il va être très lié à la focalisation que tu vas avoir. Soit tu regardes que ce qui ne va pas, et toutes tes pertes, et tes deuils, et voilà, la maladie, et tout ce qui te manque. Et soit tu regardes aussi les joies que tu peux avoir, donc des petites ou des grandes joies. Et la vie, c'est ça, c'est en permanence, tous, on vit des pertes, on vit des renoncements, et on a à apprendre, enfin vraiment c'est mon souhait, à les vivre, à les traverser, à les surmonter. Et pour ça, donc on a besoin de regarder aussi les choses qui sont belles,
et qui coexistent. Voilà. Moi, vraiment, j'ai dans le cœur qu'on puisse, dans nos sociétés occidentales, aider dès le plus jeune âge à apprendre à perdre. Pour moi, c'est un enjeu hyper important, parce on est dans des sociétés où on veut gagner, il faut être fort. Personne n'est Superman ou Superwoman ou Dieu. On a tous ces fragilités, on porte tous une vulnérabilité, et de pouvoir la reconnaître, l'accueillir et la partager. C'est vraiment d'être dans l'authenticité, dans la vérité de la relation. Je pense que c'est un enjeu important. Et pour ça, on a besoin aussi de l'apprendre. Comment je fais quand j'ai perdu même un objet auquel je tenais beaucoup, quand j'ai perdu un match et que je suis tellement déçue et que je suis tellement furieux ou tellement triste d'avoir perdu cet objet. Comment je fais pour accepter l'inacceptable? Comment je fais pour accepter de perdre, d'avoir perdu ma santé, ou que mon enfant ou mon parent ait perdu sa personnalité, l'usage de sa parole parce qu'il a telle ou telle maladie. Et qu'est-ce qu'elle a changé chez vous, la mort de Léonard? Oh, elle a changé beaucoup de choses. Enfin, c'est pas juste sa mort, c'est tout ce chemin avant sa mort et depuis sa mort, ce chemin de deuil. Ça m'a profondément transformée. Ça a fait que je suis aujourd'hui une autre personne, que d'ailleurs je me préfère aujourd'hui. Ça m'a fait changer mes priorités. Ça m'a fait me dire que si on rate un examen, si on rate son Parcoursup, c'est pas grave en fait. Ça sera après. Il y a vraiment. Ça permet de relativiser beaucoup de choses. Ça m'a permis d'aller plus à l'essentiel, du coup, d'être plus dans un cœur à cœur. Avec les gens, d'aller chercher vraiment la vérité de la relation. Et puis ça m'a permis, mais un truc de dingue, ça m'a permis d'appréhender la mort, pour le coup, vraiment d'une manière totalement différente. J'étais là quand mon mari est mort. J'ai veillé son agonie qui a duré 3 jours et qui a été extrêmement difficile et crucifiante. Je savais que j'allais perdre l'homme de ma vie. Léonard, c'était l'homme de ma vie, c'était mon amoureux, c'était mon chéri. Je savais que c'était le père de mes 4 enfants, je savais que j'allais le perdre. Et pourtant, j'ai vécu cette agonie et sa mort dans une paix incroyable. Et même dans une joie qui se mêlait à la tristesse, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'ambivalence humaine qui fait qu'on peut ressentir des émotions qui en apparence pourraient être contradictoires. Je vivais la tristesse et je vivais aussi la joie de me dire que un jour on allait se revoir, et qu'il allait intercéder, qu'il allait être présent. Je savais ça, qu'il allait être présent d'une autre manière. J'ai presque une mémoire physique de ce qu'on a vécu ensemble et aussi de ces derniers jours qui ont changé mon approche de la mort. Et je sais très bien que j'aurais pas vécu mon deuil comme je l'ai vécu, que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si jamais les derniers moments de sa mort m'avaient été escamotés, si ça avait été différent. Ça a été tellement précieux d'être là, à lui tenir la main, à lui caresser la main, de pouvoir lui dire les mots d'amour que je voulais lui dire, de pouvoir lui dire au revoir, de pouvoir lui dire pardon, de pouvoir lui faire mes demandes, de pouvoir lui confier aussi des intentions qui étaient pour moi, pour mes enfants, mais aussi plus largement pour d'autres, et de me dire que ça, j'ai pu l'exprimer et que j'ai pu être là à ses côtés et lui tenir la main et regarder la photo des enfants qu'après vraiment les 2 derniers jours qu'il avait sur son cœur, et voilà, de savoir qu'il est parti avec tout ça, qu'il est mort avec tout ça. Ça a été très précieux et vraiment ça participe de celle que je suis aujourd'hui. Mon regard sur la mort a changé. Je suis dans une sérénité que je pense que j'avais pas avant en fait. Je dis pas que j'ai peur de rien, pas du tout. Bien sûr, j'ai peur de la souffrance ou de la séparation pour ceux qui resteraient.
mais j'ai une sérénité qui est très amplifiée, qui est totalement raffermie en fait. Je sais que c'est un passage, je sais que c'est un chemin, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté que l'âme de Léonard eh bien, était toujours là. Donc j'ai été auprès de ce corps qui était désormais une dépouille mortelle et j'avais cette assurance qu'il était là, son âme était là. C'est très difficile à décrire avec des mots. Pardon, parce que ça, voilà, je suis en deçà de ce que je ressens et de ce que j'ai pu expérimenter. Voilà, c'est la faiblesse du pouvoir des mots, mais bon, enfin voilà, je partage ça. Est-ce qu'il y a, enfin, vous avez dit tout à l'heure que vous perceviez sa présence. Est-ce qu'il y a des petits signes qui vous montrent qu'il est toujours là avec vous, parfois? Il y en a eu un grand, c'était quelques mois après sa mort, une nuit où je me suis sentie comme enveloppée, entourée d'une présence très chaude, très rassurante, et que j'entendais dans mon cœur des paroles qui m'invitaient à continuer et qui m'encourageaient, qui me disaient c'est bien ce que tu fais, je suis là, je te lâche pas et continue. Je crois que sinon les petits signes, c'est d'avoir le grand signe, c'est d'avoir cette joie dans le cœur que j'ai, qui me lâche pas, même si c'est dur, même si aujourd'hui je traverse à nouveau une épreuve qui est difficile, puisque donc, mon fils a un cancer, et de savoir que quoi qu'il se passe, j'ai cette joie en fait de me dire que je suis à une juste place en fait. Que ce que je fais, celle que je suis, je tends vers être celle que j'ai envie d'être en fait. Dans la vérité, voilà, sans phare. Voilà. Et vous avez parlé aussi de l'importance pour les personnes aidantes d'avoir un espace ressourçant. Comment il était votre espace ressourçant? Où est-ce que vous avez puisé tout ce courage pour faire face à la fois à la maladie, au deuil et à la solitude après? Déjà, peut-être la première chose, c'est de savoir ne rien faire, de prendre du temps pour rien faire, juste être. J'ai besoin d'un temps de connexion à la nature et à la beauté. Peut-être aussi de lire un livre. Ce qui me ressource, c'est bien évidemment d'être en lien aussi avec mes enfants qui sont toute ma joie, et de voir comme ils grandissent, de voir comme ils deviennent des jeunes adultes et des ados merveilleux, très ancrés, très vertébrés, et d'avoir une belle qualité relationnelle avec elles. Et puis c'est de cultiver le lien aux gens, d'aller rechercher, à rencontrer les gens, d'aller rencontrer la personne. Hier par exemple, je ressors de l'hôpital où je suis allée voir mon fils, je m'assois dans le métro et dans le RER et je dis bonjour aux gens. Tous les gens sont sur leur téléphone et je dis bonjour aux gens. Juste ça, ça me nourrit en fait. Et il s'avère que je rentre en discussion avec mon voisin qui me dit ça va, et je lui dis là pas trop en fait, je ressors de l'hôpital, c'est dur, et j'ai une très belle discussion avec cet homme, et je trouve que c'est un beau cadeau d'accueillir en fait tous les petits cadeaux de la vie, tous les petits clins d'œil, et puis peut-être aussi vraiment cette image d'ouvrir les mains et d'accepter de recevoir. Ça c'est quand même et si à un moment il y a quelqu'un qui arrive où j'envoie un message et je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait passer un moment où on peut aller se balader et que je pleure, et c'est ok que je pleure et que je pleure dans ses bras, c'est ok de me montrer pleurer en fait. C'est pas de pas chercher à être quelqu'un d'autre. Évidemment la vie elle est dure, elle est belle, mais elle est dure. Et c'est toujours ça, quoi. C'est les deux ensemble, et de pouvoir accueillir les cadeaux que la vie vous fait, parce que
elle est dure, mais elle vous fait aussi des beaux cadeaux. Donc ça peut être le lever du soleil que vous allez regarder. Ou l'autre jour, il a neigé là, en région parisienne. Et qu'est-ce que je vois dans mon jardin? Une rose qui a éclos. Alors, c'était la veille de l'opération de mon fils. Alors, et il neigeait et une rose avait éclos. Mais waouh, c'est tellement beau. Et puis quelqu'un qui vient vous apporter un petit plat ou tourne la pelouse ou vous faire une course. Mais waouh, c'est tellement précieux. Et en fait, ça c'est aussi vraiment quelque chose que j'ai envie de dire à tous ceux qui traversent la maladie, c'est de les inviter à les laisser, encore une fois, à ce qu'ils ouvrent leurs mains, à se laisser aimer, parce que les autres sont contents de les aider. Les autres, l'entourage, quand on sollicite cet entourage, on leur permet de se donner. Donc on les révèle dans sa capacité à se donner, même si même s'ils n'avaient pas forcément imaginé qu'ils allaient pouvoir cuisiner, faire des kilomètres ou venir faire une visite à l'hôpital ou à vous-même, et vous leur permettez ça parce que vous vous laissez voir pleurer ou la maison mal rangée ou danser parce que à ce moment-là vous avez aussi envie de danser et que voilà, c'est beau aussi. Vous avez dit que c'était important de reconnaître sa vulnérabilité, de se laisser aider, de se laisser entourer. Et vous parlez beaucoup de ce qui vous arrive, vous avez beaucoup témoigné. Selon vous, pourquoi c'est important d'en parler? C'est important d'en parler pour que les choses changent. Et donc, à la fois, ceux qui souffrent ouvrent leurs mains et puissent se laisser aimer. Et puis pour que les autres agissent. En fait, l'idée, c'est que si chacun est sur sa rive, on ne va pas se rencontrer. Donc, que chacun puisse se mobiliser pour se rencontrer au milieu du pont ou aller sur la rive de l'autre, peu importe. Mais on a besoin, quand on est dans l'épreuve, d'une vraie cordée derrière soi. On a besoin de personne. On ne s'en sort pas tout seul. Ça, c'est vraiment le message super important. Quand on est dans la souffrance, on ne s'en sort pas tout seul. On a besoin, quand on est dans la souffrance, d'avoir toute cette cordée, de se sentir entouré. C'est que comme ça qu'on va pouvoir gravir son chemin, son Everest, enfin son chemin difficile à cause de la souffrance de la maladie ou du deuil, bien évidemment. Les personnes en deuil, c'est pareil, elles ont besoin d'être entourées. Et en même temps, c'est elles qui ont à vivre leur deuil. On ne va pas pouvoir le faire à leur place. Mais on peut les accompagner, on peut les entourer et faire en sorte de prendre un peu du fardeau pour alléger la peine. Et puis forcément, plus je peux le diviser et plus il sera allégé. La promesse que vous avez faite à votre mari et à vos enfants de continuer à être heureux, comment est-ce que vous arrivez à la tenir au quotidien? Ça passe par quoi, par exemple? Bon, là, je pense qu'il faudrait demander avant tout à mes enfants. Ça passe par le fait que je me lève le matin en étant heureuse, que quand j'ouvre le robinet de la douche, je me dis, mais tiens, j'ai tellement de chance d'avoir de l'eau qui coule, de l'eau chaude. Là, je repense à la dernière douche de mon mari qui avait été une douche qui était froide parce que ce jour-là, il n'y avait pas eu d'eau chaude. Je pense à mon fils qui est sur son lit d'hôpital et qui, lui, comme il est immobilisé, il ne peut pas en ce moment se doucher, donc c'est la toilette au lit. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu une question de focalisation. C'est comme si, quand vous jouez aux cartes, bon, imaginons que vous faites plusieurs parties de cartes, statistiquement, sur les parties que vous allez jouer, vous n'allez pas vous payer tous les 2 de pique et les mauvaises cartes. Vous allez aussi avoir un as, un roi ou une dame, vous allez aussi avoir des bonnes cartes. Donc vous avez ça dans votre main. Si vous regardez que vos 2 de pique ou vos 3 de trèfle, que les trucs qui piquent, qui grattent, c'est plus difficile d'être heureux. Vous êtes focalisé là-dessus. Si vous vous dites, ouais, bon, ok, c'est vrai, j'ai un 2 de pique, ça pique mal, hein, comme disait Léonard, ça pique vraiment. Mais j'ai aussi un valet de carreau, j'ai aussi un as de pique et une dame de cœur. Et donc je compose ma vie avec tout ça, toutes ces cartes en main. Et donc c'est l'idée de remettre un peu son cerveau aux commandes en choisissant. Donc ça veut dire en mettant
en exerçant vraiment le pouvoir de sa volonté. Donc ça aussi, je pense qu'il y a un vrai enjeu éducatif là-dessus pour aider les gens à discerner déjà, et après à faire preuve de volonté pour aller agir une fois qu'on a discerné ce sur quoi on voulait agir. Donc je décide ce vers quoi je vais je décide ce que je vais regarder et ce vers quoi je veux tendre. Donc vous savez, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, mais c'est aussi de se dire j'ai déjà un verre, donc j'ai quand même j'ai de la chance. J'ai pas de chance sur des trucs, mais j'en ai sur d'autres. Et donc je me sers de tout, ça compose qui je suis. Et lorsque vous apprenez la maladie de votre fils, est-ce que c'est un nouveau coup du sort et comment est-ce que vous l'appréhendez? Parce que vous l'avez déjà vécu avec votre mari, mais en tant que mère, comment est-ce que vous la vivez aussi? C'est très différent. Alors c'est très différent parce que pour mon mari, j'étais pas allée voir sur internet. Mon fils, bon, c'est pas un secret, hein, il a un cancer. Donc là, j'ai déjà beaucoup plus d'informations. Enfin, on a tous beaucoup d'informations. Le cancer, tout le monde connaît ce mot-là. Alors que SLA ou maladie de Charcot, il y a 15 ans, aujourd'hui c'est plus connu parce que ça a été plus médiatisé, mais à l'époque c'était pas le cas. Et donc comment je l'appréhende Enfin, je me suis sentie et je me sens encore assez dégoûtée. Et me dire, zut, ça fait quand même 2 fois coup du sort avec la maladie grave. Donc c'est le pas de chance, voilà. Donc oui, je me sens dégoûtée et je pense que c'est important de le dire parce qu'on n'est pas des anges. Hein, donc évidemment que je ressens cette émotion-là, c'est tellement injuste en fait. Enfin, la maladie c'est toujours injuste, mais voilà, elle frappe un jeune adolescent qui est très sportif, et puis elle frappe une famille pour la 2e fois. Mais voilà, si j'ai dit que ça, je dis que la moitié de ce qui fait ma vie. Bien sûr, je suis dégoûtée, et en même temps, bon voilà, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas choisi, donc je vais choisir d'y répondre. C'est pas la peine de chercher le pourquoi, mais en revanche, comment je vais y répondre à cette maladie, comment je vais accompagner mon fils, comment je vais faire en sorte que ça ait une fécondité, cette nouvelle épreuve, même si je sais bien qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour en parler, mais il y a quand même des petites choses déjà qui peuvent se dessiner. Enfin, c'est un nouveau mystère, voilà, c'est très mystérieux. Tu dis, putain, c'est pas vrai, ça fait 2e claque dans la figure qu'on se prend. Je sais pas pourquoi et je m'en fous de savoir pourquoi, mais je vais, je vais essayer de faire ce que je peux, de faire de mon mieux pour être là, pour accompagner mon fils, par amour pour lui, qui continue à se sentir aimé et qui voit que je continue à tenir ma promesse de tout faire pour qu'il soit heureux, ses sœurs et lui, et moi aussi. Et c'est important de dire et moi aussi, parce que c'est pas les enfants, c'est d'abord eux que je veux rendre heureux, non. Moi aussi, je veux être une femme heureuse, et je suis aujourd'hui une femme heureuse. Même si mon mari est mort d'une maladie difficile, et que ça a été difficile, même si mon fils est malade, je suis une femme heureuse et je pleure. Évidemment, je pleure parfois. Là, je pleure pas devant la caméra à cet instant, mais serais venu 2 heures plus tôt, ou 3 heures, je sais pas, vous m'auriez vu les larmes aux yeux. Donc je veux le dire aussi, c'est vraiment les deux. Oui. Et si vous aviez un conseil pour une personne qui traversait la même chose que vous, quel serait le principal conseil que vous aimeriez lui donner? De demander de l'aide. Oui. D'avoir le courage, l'audace, d'oser demander de l'aide, de se laisser aimer. Et puis de cultiver l'espérance. Alors ça, moi j'ai pas une recette magique, hein, mais d'avoir cette espérance que demain ça ira mieux, et que même si demain ça ira pas mieux, eh bien, elle aura les grâces, cette personne, du présent,
Donc de vivre aussi le présent, c'est step by step, quoi. Petit pas après petit pas, de vivre le rien que pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est difficile. Demain, on verra, ce sera un autre jour. Donc les 2 conseils, c'est demander de l'aide et de vivre le présent. Bon, rien de nouveau, hein. C'est rien d'inventé, mais en tout cas expérimenter, ça c'est sûr. Merci Axel. Merci Agnès.